Составь прекрасный план, умом своим блесни. Составь другой, а толку-то ни-ни. Les bas-fonds de Londres, dans les années 20, tels que les décrivait Bertolt Brecht dans l'opéra de 4 sous, connaissent une nouvelle vie sur la scène à Moscou. Ici, la violence, les gangsters, l'argent sale, c'est une histoire au présent. Nous avons tous vu ces images. Cet homme, Mikhail Khodorkovsky, comparé devant un tribunal en 2005 pour avoir volé des milliards de roubles à l'État lorsqu'il était à la tête de Yukos, la plus grande société pétrolière de Russie. C'est l'un des oligarques, comme on a appelé les plus grands des nouveaux capitalistes russes. Il est aujourd'hui devenu un paria. L'égalité était censée régner. Quand cette époque de l'histoire toucha à sa fin, une poignée d'hommes sont devenus immensément riches. В 3 смены в горячий цех на Лихачева работали, скажите, пожалуйста, что они заработают такие миллионы. Я хотел бы спросить любого из этого олигарха, который имеет. И он считает, что он украл у государства 25 миллионов, как вот нашу базу застроили, и мне оставили 45 лет за рулем отсидел, 1700 рублей пенсия. Да каждый, как я, ненавидит вот их только потому, что они красиво украли, а нас оставили с пенсии 1700 рублей. Я вынужден сейчас работать. Олигарх – это значит человек не просто богатый, а имеющий влияние на власть. К олигархам? Ну что, молодцы, что сказать, умеют жить. Пошла, ребята, опаздываю. Voici Mikhail Tchernoï, l'un des oligarques russes les plus célèbres. Un temps, il a tenu en main jusqu'à 80% de la production de l'aluminium en Russie. Depuis 1994, il vit en Israël, d'où il mène ses affaires. Ce fut un âge d'or pour ceux qui avaient de l'initiative et un peu d'intelligence. Ceux qui ont su se saisir de la situation rapidement sont tombés sur la poule aux œufs d'or. Nous étions de ceux-là. Vladimir Goussinski, milliardaire, d'abord metteur en scène au théâtre, créa ensuite une coopérative industrielle avant de se reconvertir dans l'immobilier, la banque, puis les médias. Il ne vit plus en Russie. Je vais être cynique. On peut dire de la société qu'elle est divisée en 2 groupes. La minorité qui ne se contente jamais de ce qu'elle a, qui est toujours sur le coup, qui produit, peu importe le domaine. Puis il y a la majorité qui fait bien son travail de manière honnête et professionnelle. Bref, il y a ceux qui commandent et ceux qui suivent. Boris Berezovsky, ancien mathématicien. Il est devenu milliardaire grâce à son habileté à mêler affaires et politique. Aujourd'hui, il vit à Londres. En Russie, il est considéré comme un criminel en fuite. Je n'ai jamais nié que pour une personne riche en Russie, rien ne vaut un investissement en politique. Je n'ai jamais essayé de me faire passer pour quelqu'un qui aurait des intentions altruistes. Nous avons rencontré ces hommes à plusieurs reprises, tout au long des années 90, quand on célébrait leur succès, puis plus tard, quand leurs aventures se mirent à mal tourner. Ce film raconte l'histoire de ces hommes, de leur ascension, puis de leur chute. Les oligarques sont nés dans un pays où le mot « businessman » était synonyme de criminel. En ce temps-là, le Parti communiste dirigeait l'économie et contrôlait les esprits. Mais bientôt, ces chefs devinrent séniles. Et leurs funérailles commencèrent à se succéder à intervalles de plus en plus courts. Cela ne pouvait pas continuer. L'histoire des oligarques commence avec cet homme, Mikhail Gorbatchev. Issu du sérail, mais d'un âge moins avancé que ses prédécesseurs, il pensait que le système devait s'ouvrir s'il voulait durer. C'est ce qu'il appela la perestroïka, la reconstruction,
Le socialisme a besoin de la liberté d'expression et de la créativité des citoyens, disait-il. C'était le signal qu'attendaient ceux qui voulaient une vie meilleure, plus d'argent et plus de liberté. À l'époque, je savais bien qu'un citoyen soviétique ordinaire rêvait de deux choses, posséder une auto et un appartement. J'ai donc proposé de mettre en place un marché automobile en Russie. Berezovski réussit à se faire confier des milliers d'automobiles qu'il vendait avant même de les avoir vraiment achetées. Il profita aussi de l'accès aux marchés étrangers, désormais autorisés. Il achetait des voitures soviétiques au prix bas, prévu pour l'exportation, et les revendait aux Russes au prix fort, fixé par l'administration. En fait, il simulait un commerce de voitures avec l'étranger qui n'existait que sur le papier. Ça a constitué notre premier revenu. C'était une somme importante pour l'époque, des millions de roubles, et c'était un début très prometteur. La Russie avait fonctionné jusqu'ici à coup de coercition et de décrets qu'il fallait appliquer. Toute décision économique dépendait des décisions de l'administration du plan. Maintenant que l'économie centralisée arrivait à épuisement, les usines ne pouvaient plus attendre des ordres venus d'en haut. Mikhail Tchernoï fut l'un des premiers à comprendre que les temps avaient changé. Quand la Grande Union soviétique s'est désintégrée, les liens entre les usines se sont également défaits. Les gens dans ces usines étaient sombres, moroses, abattus. On pouvait aller dans une usine avec un sac contenant une cartouche de Marlboro ou une bouteille de whisky et acheter tout ce qu'on voulait en échange. Une usine pouvait expédier des milliers de tonnes de métal sans recevoir d'argent, et si de l'argent était envoyé, il représentait moins de 10 fois la valeur réelle du métal. Les patrons avaient du mal à communiquer entre eux. Ils avaient besoin d'intermédiaires, une société qui saurait jouer ce rôle. C'est ce que Tchernoï sut mettre en place. Se substituant à l'État, il fournissait les usines en matières premières, prenait en charge leur transformation, venait chercher le produit fini, le vendait. Il procédait comme si tout cela lui appartenait. Les Russes avaient si longtemps manqué de tout. Les autorités firent savoir que les citoyens devaient et pouvaient se débrouiller par leurs propres moyens, à l'image des oligarques. Alors tout le monde se mit à acheter et à revendre. Le pays se transformait en un gigantesque marché. En Union soviétique, en principe, les riches, ça n'existait pas. Et voilà que tout d'un coup, l'argent était à portée de la main pour quelques chanceux. La richesse devenait à la mode. On les appelait les nouveaux Russes. Des Russes, certes, mais des Russes avec de l'argent. Août 1991. Cela faisait 6 ans que l'Union soviétique était en plein chambardement. Les communistes ne maîtrisaient plus rien. Ils tentèrent un coup d'État. Était-ce déjà la fin des espoirs des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux millionnaires? Était-ce déjà la fin des libertés nouvelles? Le peuple de Moscou sortit dans la rue. Boris Yeltsin, le président de la République russe, dirigea le mouvement de résistance au putsch.
Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. Après le putsch, c'est une nouvelle période qui commença. Maintenant, c'est Yeltsin qui avait la main. Gorbatchev était devenu un homme du passé. C'en était fini de la tentative de rénovation du socialisme. 4 mois plus tard, l'Union soviétique serait officiellement dissoute. Le temps était venu pour les jeunes entrepreneurs de tirer profit de la situation. Ils attendaient du nouveau pouvoir qu'il privatise résolument l'économie. Au sein du nouveau gouvernement, un homme se distingua très vite du lot, Anatoly Chubais. Il était brillant, avait vécu en Occident, il connaissait le capitalisme. Anatoly Chubais a bien voulu nous rencontrer une fois. Nous sommes montés ensemble à bord d'un avion, du décollage à l'atterrissage. Nous lui avons posé des questions précises sur son rôle au moment où l'histoire basculait. Et il nous a répondu. Tous les jours, les informations commençaient à peu près comme ceci. Le stock de viande dans telle ville est de 5 jours, ou 10, ou 3. Je me souviens des émeutes du tabac. Une pénurie de tabac est une chose terrible. C'est pire qu'une pénurie de viande. C'est presque aussi grave que de manquer de pain. On aurait dit que les gens étaient devenus des bêtes sauvages. C'est une véritable famine de masse qui menaçait tout le pays pendant l'automne et l'hiver 1991-1992. Chubais s'était convaincu que la seule manière de rompre avec le vieux système était, sans attendre, de privatiser le plus possible, le plus vite possible. Chaque Russe se verrait doté d'une partie, virtuelle, du trésor accumulé par l'État tout au long de l'époque soviétique. Этот документ означает право каждого гражданина России на приобретение собственности по номинальной цене 10 тысяч рублей. On a introduit les bons en juillet. Le 12 août, on les a opportunément fait ratifier par le Soviet suprême pendant les vacances. Ils ont été émis le 28 août, alors que le 3 septembre, le Soviet suprême comptait voter une résolution interdisant la privatisation. Les premiers bons ont été distribués le 1er septembre. On a donc devancé le Soviet suprême de 2 jours. Du coup, aucun membre du Parlement, avec un minimum de bon sens, ne pouvait s'opposer à quelque chose qui était déjà entre les mains du peuple. On les a mis devant le fait accompli. Les biens de l'État furent redistribués sous forme de 148 millions de bons. Les Russes vinrent en masse les réclamer. Et ensuite, d'abord ils se mirent à s'acheter des bons les uns aux autres, avant de les revendre, quelques mois plus tard. Что я сделал с ваучером, я его отдал папе, а папа вложил в никель, купил, по-моему, 10 акций никель. А покатили сильно? Ну, не очень, но как-то, по-моему, $10 получили за это. Ну, продала. На улицах стояли, и у них здесь на груди было написано «Покупаю ваучер». Вот и мы... Нет, кто-то обклеил имя туалета, там, вместо обоев, когда с обоями было тяжело. Свой ваучер я один очень удачно продала за 25 рублей. Вот, и пошла, купила продуктов. Второй дала своей дочери. Куда она дела, понятия не имеем. Пока от ваучеров не увидели. Les gens ne comprenaient visiblement pas ce qu'ils étaient censés faire de leurs bons. Des fonds se mirent alors en place qui commencèrent de les collecter en promettant qu'ils sauraient les faire fructifier. Le problème était que les bons ne trouvaient à s'investir que dans des sociétés qui ne produisaient pas grand-chose, et en tout cas, pas de profit. Très vite, les bons commencèrent à perdre toute valeur. Что вы сделали со своим ваучером? Отдала московскую недвижимость. Есть такая у нас была организация, ничего не получила. Ни 1%. И все, он у меня пропал. Все.
Мы собрали свои ваучеры, отдали их куда-то в «Газпром», по-моему. Я сдала его в недвижимость московскую. Но я больше ничего о нем не знаю с тех пор, потому что звоню по тем телефонам, извините, которые были там написаны. Никто нигде не отвечает. Plus de 40 millions de bons ont été réunis et presque toutes ces sociétés de placement ont fait faillite. Certaines étaient véritablement en situation de faillite, mais d'autres pas. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas amélioré le sort des gens qui avaient investi. Et maintenant, il y a 40 millions de personnes qui haïssent franchement Chubais et qui ont d'excellentes raisons pour cela. Le système tout entier allait-il sombrer dans le chaos faute d'investisseurs et de dirigeants d'entreprises? Les réformateurs avaient la ferme intention d'en finir avec le vieux système. Mais comment s'y prendre? Et surtout, avec qui? Au début, ils agissaient en tant que gouvernement intérimaire à très court terme. Ils ne comptaient pas rester au pouvoir plus de quelques mois. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient en une période très courte. Ils n'avaient le soutien d'aucun parti politique. Ils n'avaient pas de base sociale. D'où leur est venue l'idée de chercher l'appui des oligarques. Les réformateurs avaient besoin d'être soutenus, peu importe par qui. On a dû s'occuper de la privatisation le plus tôt possible. Pour simplifier, je dirais que l'idée était d'en finir avec la propriété de l'État le plus rapidement possible, d'une manière ou d'une autre. Or, il se trouve que les nouveaux capitalistes n'avaient pas les moyens, l'argent pour acheter les biens de l'État à leur véritable valeur. Les réformateurs avaient besoin d'entrepreneurs capables d'acheter puis de financer le développement des sociétés en vente sur tout le territoire de la Russie, des usines gigantesques qui employaient des millions de travailleurs, des usines souvent au bord de la faillite. Les oligarques répondirent présents. Ils disposaient de liquidités accumulées sous la perestroïka, souvent en roubles, qui ne demandaient qu'à s'investir en actifs industriels. J'ai reçu un appel. On me demandait de me mettre d'urgence en rapport avec le ministre des Industries métallurgiques. Il m'a dit avec franchise, « Mikhail, nous avons besoin de votre aide pour remettre sur pied une partie de l'industrie métallurgique. » Alors nous avons pris de grands risques. Nous avons investi beaucoup d'argent en nous assurant des financements de banques occidentales. Nous n'avons pas été déçus. Nous n'avions pas besoin d'un conseil d'administration pour décider si le risque valait la peine d'être pris. Les décisions étaient prises instantanément. En 3-4 mois, nous avions racheté le stock des usines d'aluminium de Bratsk, Sayansk et Novokuznetsk. Si toutes les usines avaient attendu sans rien faire, beaucoup d'entre elles seraient depuis longtemps devenues des dépotoirs. Il n'y aurait plus rien eu à privatiser. Nous savions que chaque usine vendue représentait un clou de plus dans le cercueil du communisme. Peu importe qu'elle soit vendue chère ou pas, qu'elle soit bradée ou soldée pour purger des dettes, la question n'est pas là. Ce qui compte, c'est que tout nouvel entrepreneur privé devenait un fait irrévocable. La méthode était simple. Les gens ne savaient pas quoi faire de leurs bons. Ils voulaient s'en dessaisir. Tchernoï les rachèterait, s'en servirait pour acheter les stocks d'usines en souffrance pour en devenir finalement propriétaire. S'il est bien vrai qu'un bon isolé ne valait rien, avec des centaines de milliers, Tchernoï allait s'emparer du plus grand géant de l'aluminium au monde. C'est comme ça que notre société est née. En 3 ou 4 mois, nous avons acquis des actions sous forme de bons. Et d'autre part, l'État nous a fourni des usines en contrepartie des crédits qu'on leur accordait. А что получим взамен? Там обещали дивиденды платить. А какие там дивиденды? Там по 3 рубля, по-моему, первый год перечислили и все. А больше и не видели. Два брата черных какие-то скупили акции, ну а кто мы, не знаем.
Говорят, что братья черные. А на самом деле, кто есть кто, я не знаю. On était en pleine confusion. Nombreux étaient ceux qui étaient réduits à la pauvreté. Et voici que ce présentateur de télévision, le plus populaire du moment, expliquait dans des pubs comment gagner des milliers de roubles demain en prenant le risque d'en investir juste quelques centaines aujourd'hui. В сложившейся ситуации продолжать дальнейшую скупку акций бессмысленно. C'était un temps déraisonnable, un temps propice aux affaires douteuses. Berezovski était certain de toucher la corde sensible en annonçant la création de la première voiture populaire russe. Pour cela, il créa une société par souscription. Souscrivez, vous augmenterez vos chances de bénéficier des premières voitures. Berezovski parvint effectivement à réunir l'équivalent de 50 millions de dollars, mais l'usine ne fut jamais construite. J'ai dit à Chubais, vous êtes en train de créer les conditions d'une révolution. Chubais m'a dit, vous êtes trop sensible, pas besoin de penser aux gens. Même si 30 millions de personnes meurent, ce n'est rien, d'autres naîtront. Cela veut dire simplement que 30 millions n'ont pas trouvé leur place sur le marché. Qui sait si Chubais a véritablement prononcé ces phrases? En tout cas, il était obsédé par la crainte de voir les communistes revenir au pouvoir. Il voulait créer le plus vite possible des changements irréversibles, quel qu'en soit le prix à court terme. Il fallait que les privatisations aillent de l'avant, au risque de produire une masse plus grande de chômeurs. Mais au Parlement, les communistes largement majoritaires ne l'entendaient pas de cette oreille. Dans cette démocratie balbutiante, les discussions tournaient souvent à la bagarre. Chubais était devenu un véritable bouc émissaire pour tous ceux qui refusaient les réformes. Знаете, вот на моей памяти заявление о том, что Чубайс уходит в отставку, ушел в отставку, заявил о том, что уходит в отставку, они, так, примерно с интервалом раз в 2-3 дня появляются постоянно, а последние несколько месяцев, просто, по-моему, уже через день. Вот моим коллегам, моему пресс-секретарю значительную часть времени приходится уделять тому, что отвечать на вопрос о том, ушел Чубайс в отставку, нет, не ушел, а завтра уйдет, нет, не уйдет. Finalement, ce fut Yeltsin qui se débarrassa de Chubais dans l'espoir d'apaiser l'opposition parlementaire. Mais celle-ci, emmenée par les communistes, ne désarmait pas. Devant le risque de leur retour, Yeltsin engagea les grands moyens, conformes à la tradition autoritaire du pays. En automne 93, il envoya les chars contre le Parlement. Bilan, 150 morts. Il humilia publiquement les perdants. Il fit sortir piteux du Parlement. Puis la Constitution fut réécrite à son avantage. La leçon était claire pour les oligarques. Puisque Yeltsin avait maintenant tout le pouvoir, c'est avec lui qu'il fallait faire affaire. Le pouvoir de Yeltsin augmentait, mais sa santé déclinait. Trop d'alcool, disait la rumeur.
Devant la vacance du pouvoir, les appétits s'aiguisaient, mais derrière la porte, un homme veille. C'est Korjakov. Korjakov dirigeait les services de sécurité de la présidence. De par sa fonction, il était en permanence en contact avec le président. Korjakov exerçait véritablement une grande influence sur le président Eltsine. Il savait comment aborder un sujet particulier au bon moment afin d'obtenir l'approbation du président. En fait, ce que Korjakov a fait, ça a été de servir Eltsine tout en limitant sa liberté d'action. Il fallait bien que quelqu'un prenne la situation en main, c'est donc moi qui l'ai fait. Eltsine travaillait 2 heures par jour, alors moi je faisais pareil. Il arrivait au bureau à 9 h du matin, puis vers 11 h, il m'invitait à prendre le petit déjeuner, qui s'étendait au déjeuner, puis au dîner et au souper. Très vite, on comprit que pour accéder à Eltsine, il fallait en passer par Korjakov. Un endroit privilégié pour y parvenir, fréquenter le club de tennis du président. Comme le président aimait le tennis, tout le monde s'était mis à aimer le tennis, y compris les nouveaux entrepreneurs. Ma rencontre avec le président et son cercle rapproché a en fait eu lieu seulement après mon adhésion au club de tennis présidentiel. C'est là que j'ai rencontré Korjakov et les autres proches du président. On ne le prenait pas très au sérieux. Mais il s'est avéré être un garçon rusé qui parvenait à manipuler tout le monde. À ce moment-là, Eltsine connaissait Berezovski seulement dans la mesure où ce dernier s'était vanté dans les médias d'avoir financé les mémoires du président. Berezovski en a tiré tout ce qu'il pouvait. Et plus. Il se rendait au club régulièrement afin de faire avancer ses affaires. L'envergure de la corruption en Russie correspondait à l'envergure du changement, ni plus ni moins. Un responsable de l'État pouvait déterminer par sa seule signature qui était propriétaire de quoi. C'est ici, entre 2 matchs, que des oligarques comme Berezovski parvenaient à négocier l'acquisition de nouvelles richesses. C'est ici que Berezovski se vit confier le contrôle de la 3e compagnie pétrolière russe, Sibneft, et ceci pour tout juste une centaine de millions de dollars. Quelle valeur? Quel peut être le prix de biens dont la valeur n'a pas été estimée? J'ai toujours été fermement opposé à la privatisation à marche forcée. On ne peut pas accepter que les biens d'un État puissant soient bradés ou donnés pour rien à des amis et à des relations. Pour 100 millions, ils obtenaient des droits de propriété sur des sociétés que l'on estime aujourd'hui à 15 ou 20 milliards de dollars. Nous n'avions pas 100 millions de dollars. Nous en avions des dizaines de millions, plus de la moitié de la somme requise, mais pas la somme totale. Je me suis donc rendu dans les pays occidentaux. J'ai rencontré M. Soros aux États-Unis et d'autres hommes d'affaires en Europe et au Japon, avec un seul but en tête, obtenir un crédit ou un partenariat. Tous, sans exception, m'ont donné une même réponse. Nous ne pouvons vous donner un seul dollar. Les risques d'investissement en Russie étaient à ce moment-là si élevés que personne n'osait faire le pari. Choisir 100 personnes et leur offrir de contrôler l'économie entre eux, cela ne donne pas naissance à une classe d'entrepreneurs. Cela n'engendre aucune classe, cela crée seulement un clan. Les banques constituaient la clé de voûte de la nouvelle économie du clan. Les oligarques les plus puissants, après l'industrie, se tournaient maintenant vers les finances, vers le secteur bancaire.
Les magnats du business russe faisaient crédit à l'État, et l'État leur garantissait en échange les actions des installations industrielles les plus intéressantes. Dès le départ, tout le monde avait bien compris que l'État ne rachèterait pas ces actions. Dès le départ, tout le monde avait compris que les sommes versées à crédit n'étaient pas comparables à la valeur des actions mises en gage par l'État. Les caisses de l'État étaient maintenant vides. C'étaient les oligarques qui prêtaient de l'argent à l'État. Les banques étaient si opulentes que leurs propriétaires les transformaient en palais. Lorsque quelqu'un entre dans cette banque pour la première fois et se retrouve dans ce hall égyptien, il se sent profondément troublé. Ça ne peut pas être une banque, ça doit être un musée. Comment prendre du pouvoir, le garder, le renforcer? Il fallait aux oligarques un levier. Ils surent le trouver dans les médias. Un homme comme Vladimir Goussinski, ancien metteur en scène de théâtre, comprenait le monde de la communication. Devenu banquier, il avait l'argent nécessaire. Ce fut lui qui créa la première télévision commerciale, NTV. Sur le plan économique, plus l'audience serait grande, plus les revenus publicitaires augmenteraient. Pour moi, c'est une entreprise commerciale, c'est-à-dire la création de systèmes qui intéressent les gens. L'aspirine a été inventée pour guérir les gens. Pourquoi la télévision existe-t-elle? Pour être regardée. Pourquoi existe-t-il des choses à lire? Pour intéresser les gens. Les gens disent « Vous êtes un directeur de télévision ». Je dis « Non, je ne regarde pas NTV en tant qu'actionnaire principal ou comme propriétaire, mais tout simplement du point de vue du spectateur. C'est-à-dire que NTV doit être intéressant. Et c'est là tout l'enjeu. Berezovski, à la croisée des chemins de la politique et des affaires, se montrait quelquefois en public. Mais dans les coulisses, il préparait une action d'envergure. La meilleure défense étant l'attaque, il visait maintenant la privatisation de la télévision d'État pour disputer à Goussinski son emprise sur la scène médiatique. Toujours le même but, exercer le plus d'influence possible. À travers mes connaissances proches, j'ai répandu l'idée qu'il fallait privatiser la chaîne de télévision d'État. J'avais besoin de m'assurer de l'accord et du soutien de Korjakov. Évidemment, sa première réaction était de dire que c'était impossible. Il a même comparé la privatisation de la télé d'État à la privatisation de la Place Rouge. Et c'est ainsi qu'à la fin 1994, la télévision d'État se retrouva dans les mains de Berezovski pour une somme modeste, quelques millions de dollars, tout au plus. Dès le début, je n'ai pas envisagé les médias comme une affaire commerciale. Je les voyais comme un outil puissant dans la lutte politique qui nous attendait. J'ai choisi mon parcours à la croisée du business et de la politique. J'ai compris que les meilleurs retours d'investissement à partir de la fin de 1994 viendraient de la politique. Vers la fin 1994, la Russie commença sa guerre en Tchétchénie. NTV choisit alors de laisser ses journalistes faire leur travail. Ils rapportaient ce qu'ils voyaient sur le terrain. Le faisait-il dans un souci de vérité ou pour faire de l'audience en proposant des programmes différents? Quoi qu'il en soit, les autorités étaient atterrées. C'est avec nous qu'il y avait un conflit. Nous étions les actionnaires principaux de la société de médias la plus importante, la seule d'ailleurs qui était à cette époque-là indépendante de l'État. Il aurait fallu que nous ne rendions pas compte de la vérité à propos de la Tchétchénie. Nous n'aurions pas eu le droit de montrer comment d'honnêtes généraux faisaient le choix de prendre leur retraite. Je parle de la période qui a précédé la guerre en Tchétchénie. Pour l'époque, c'était vraiment provoquant.
журналисты виноваты, которые тогда можно было еще с ними завершить. Но подняли шум, что видите ли, бандиты мучаются, когда его ранят. L'un des dirigeants des services de sécurité russes avait dit lors d'une rencontre avec des reporters de MTV « Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser la Tchétchénie de côté, au moins pendant 1 ou 2 semaines, et nous laisser en finir avec cette histoire ?» Nous avions 2 choix possibles. Soit nous aligner en disant que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, soit ne pas en démordre. Pour finir, le pouvoir a décidé de faire preuve de force brutale à notre égard pour nous rappeler qui est le patron. Eltsine a fini par dire « Mais qui c'est ce Goussinski qui fait tout ce remue-ménage ?» J'ai dit « Il y a beaucoup de gens comme lui dans notre pays, Boris. Aujourd'hui, il est à la tête de NTV, il peut faire beaucoup de bruit et il peut vous faire beaucoup de mal. » C'est de la foutaise, a dit Eltsine. Il n'est pas le premier à essayer ça, mais moi j'ai peur de personne. Est-ce que vous êtes capable de nous débarrasser de lui? Il n'y a pas de problème, il suffit que vous me donniez le feu vert. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'adore chasser les oies, aimait dire Korjakov, et tout le monde comprenait à demi-mot. Goussinski était surnommé Gous, oie, par ses amis. Korjakov organisa l'opération Visage dans la neige. En décembre 1994, arrestation d'un cortège de voitures de l'entourage de Goussinski. Des hommes armés pénètrent masqués dans ses bureaux. Les employés sont sommés de se coucher à même le sol, visage dans la neige, et ce pendant plusieurs heures. Que peut-on attendre de ce genre de type? Ils useront toujours de bonnes vieilles méthodes, comme s'ils étaient capables d'inventer autre chose. Environ 20 jours plus tard, j'ai été obligé de quitter le pays, de prendre sur moi les accusations pour ne pas mettre en danger mon équipe. Ainsi le voulait l'époque. Goussinski savait s'attirer les foudres du pouvoir, mais n'avait pas les moyens de se protéger. Il quitta le pays provisoirement. L'époque était dangereuse. La fortune des uns suscitait l'avidité, l'envie et la violence des autres. Un beau matin, des hommes armés pénétraient dans tel bâtiment ou dans tel autre. La police et des armées privées engageaient des combats sanglants. Il se pouvait que les uns et les autres aient été recrutés par le gouvernement, des concurrents, la mafia, ou encore les trois à la fois. C'est vrai, la Russie connaît une criminalité importante aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais la raison principale est la redistribution des biens, qui est un événement sans précédent en Russie. En 1991, presque 100% de tous les biens appartenaient à l'État. Aujourd'hui, 75% de cet immense pays riche ne sont plus des biens d'État, mais sont entre des mains privées. Tandis que les milliardaires s'emparaient des richesses du pays, l'amertume et le ressentiment étaient de plus en plus profonds. Пенсия маловато, а хочется вам чего-то покушать. Я бы хотела, чтобы Наина Иосифовна прожила бы на эти 320, посмотреть, как она врет, что она ходит по магазинам, покупает котлеты и все такое прочее, и кормит этими котлетками Бориса Ельцина. Все знают, зачем мы собрались сегодня. 5 лет тому назад была пролита кровь. 1996. Le mécontentement grandissait alors que l'élection présidentielle à laquelle Yeltsin avait décidé de participer approchait. Il ne faisait plus recette, les gens préférant le discours nostalgique et passéiste du candidat communiste Zyuganov. Сегодня официальная печать пишет, что страна стала вдвое меньше, производство резко сократилось, 4 раза ухудшилась жизнь среднего человека в России. Если в целом посмотреть, сегодня Кремль, который олицетворял всегда державную волю,
Le retour au passé était-il la bonne manière de soulager les difficultés du présent? En tous les cas, ce discours était payant, et les oligarques avaient de quoi s'inquiéter. L'opposition des oligarques aux communistes allait prendre un tour nouveau devant les caméras du monde entier lorsque Zyuganov, comme les oligarques, furent invités au Forum économique de Davos à l'hiver 96. Curieusement, là aussi, le discours de Zyuganov trouvait des oreilles attentives. On lui a demandé « Monsieur Zyuganov, nous autoriseriez-vous à poursuivre nos investissements, à protéger les droits des investisseurs ?» Et Zyuganov, plein de fierté, a dit « J'ai expliqué ma position sur les possibilités de réforme en Russie et les méthodes qui pourraient sauver le pays de la crise en créant une atmosphère favorable à l'activité économique qui rendrait réalisables les investissements étrangers en Russie. » La question n'était pas Zyuganov en tant que personne. Son comportement pouvait s'expliquer, il voulait simplement être aimé. Le problème, c'était le comportement de mes bons amis et camarades, les capitaines du monde des affaires occidentales. Des personnes que je connaissais bien, des personnes sensées, qui se démenaient à passer de la pommade à Zyuganov, s'insinuant dans ses bonnes grâces de manière si flagrante que c'en était vraiment révoltant. Ce que Chubais avait décrypté avant les autres, c'est la séduction qu'exerçait le discours de Zyuganov sur les Occidentaux. Fidèle à ses convictions, familier du monde capitaliste, Chubais s'attela à contrer cette fascination. Il profita d'une conférence où se retrouvaient l'ensemble des protagonistes pour passer à l'action. Devant les caméras du monde entier, il y avait là tant les ennemis de Yeltsin comme Zyuganov, que bien sûr, nos oligarques. J'étais assis là. Il y avait de l'électricité dans l'air. Les visages étaient changés. Gusinsky, qui était assis à côté de moi, a dit à propos de Chubais « Je ne l'aime pas, mais c'est un vrai mec ». Berezovsky, assis un peu plus loin, disait « On dirait que c'est le seul qui sait comment combattre les communistes ». Et puis, juste devant mes yeux, Berezovsky et Gusinsky, qui avaient une longue histoire d'animosité personnelle, se sont tenus côte à côte et sont parvenus à un accord. Je me suis rapproché de Gusinsky, avec qui j'étais en compétition féroce à l'époque. Et je lui ai dit que si l'on continuait à être divisé, si on continuait à se battre les uns les autres, on perdrait tout. Je n'aime pas perdre. Cela m'embête beaucoup dans quelque domaine que ce soit. Surtout après avoir investi 8, 9 années de ma vie afin d'atteindre un seul but bien clair, construire un chez-moi. Vous voyez ? Je me suis demandé qui pourrait être la bonne personne pour réunir tous les oligarques d'un point de vue technique. Et j'en suis venu à la conclusion que c'était Anatoly Chubais, disponible à l'époque. Il est vrai qu'ils m'ont appelé et ils m'ont demandé de me réunir avec eux. Je dirigerai la campagne pour Yeltsin, parallèlement à la campagne calamiteuse qui avait lieu à ce moment-là avec d'autres personnes. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Chubais avait ainsi réussi à mettre pour la première fois les oligarques d'accord entre eux pour contrer le retour des communistes. On baptisa leur union les 7 banquiers. L'un des hommes d'affaires, je sais qui c'était, mais je ne mentionnerai pas son nom, a dit à Yeltsin « En ce moment, vous avez un taux d'approbation de 4%. Vos chances de réélection sont minces, voire inexistantes. Si vous voulez que nous participions à votre campagne, que nous mettions à votre disposition nos ressources financières et nos compétences en matière d'organisation, nommez Chubais. En lui, nous avons confiance. » Yeltsin n'avait plus le choix.
Il accepta de recevoir officiellement les dirigeants du monde des affaires. Dorénavant, les intérêts de Yeltsin, chef de l'État, ne feront plus qu'un avec les intérêts des oligarques. Contre toute attente, Yeltsin va gagner les élections. La victoire qu'il célèbre, c'est aussi leur victoire. Et pourtant, moins de 10 ans plus tard, tous nos oligarques se sont réfugiés à l'étranger, chassés de Russie, quand ils ne sont pas en prison. Entre-temps, un nouveau chef s'imposera en Russie. Poutine était inconnu, il se fera connaître. Comment il se servira de la guerre en Tchétchénie pour asseoir son pouvoir, comment il reprendra aux oligarques leurs entreprises, comment il leur reprendra la télévision. Ce sera la suite et la fin des oligarques.